Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui en direct de Montréal avec Maudit Français. Aujourd'hui, donc, on va parler d'arrivée ici au Québec, à Montréal. On va vous faire un petit topo sur la question d'immigration ainsi que la question fiscalité et comptabilité. Donc pour ce faire, nous avons deux experts aujourd'hui qui vont détailler le sujet. Donc en premier, nous allons donc accueillir Natacha Mignon, donc, qui est avocate dans le domaine d'immigration, d'affaires, de la mobilité internationale donc, au Canada, fondatrice du cabinet Imétis. Et dans un second temps, nous entendrons donc Jean-Philippe Sora, comptable au sein du cabinet franco-canadien Massa Sora et Guimont Lavallée. Donc nos deux experts vous éclaireront sur le sujet. Ils répondront à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat ou dans la section Q&A. Si vous êtes sur Facebook, dans la section commentaires. Et pour ceux qui sont un petit peu moins timides et qui veulent prendre la parole, je vous encourage donc à le faire en levant la main et je vous passerai la parole pour répondre donc à vos nombreuses questions. Donc tout de suite, sans plus attendre, je passe la parole à Natacha. Moi, j'ai juste une question technique, Romain. Oui. Les questions, c'est toi qui vas me les poser ou tu… Tout à fait. Donc j'animerai la Parfait, c'est session de mieux, donc comme ça, questions-réponses. voilà, c'est ça. Comme ça, j'ai pas à regarder les questions qui peuvent arriver. Ok, je vais commencer par vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Oui, bon, bah parfait. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Bonjour Jean-Philippe. Je suis contente d'animer ce nouveau webinaire avec toi. J'aurai une oreille attentive aussi pour les conseils fiscaux, même 12 ans plus tard. C'est toujours bon à prendre. Merci Romain, merci l'équipe de Maudit Français pour la confiance. Merci de nous tenir informés chaque jour des nouvelles qui sont sur un ton qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup vos publications. Donc, on va commencer, on va parler d'immigration. Il y a beaucoup d'actualités en immigration en ce moment. Donc, là, on va parler de préparer votre arrivée au Québec. Naturellement, si vous voulez parler du tirage exceptionnel de 27 000, si vous voulez parler de nouvelles mesures à la frontière, etc., je vais être bien à l'aise et puis heureuse de prendre vos questions. S'il y a une question sur laquelle je sèche, eh bien, écoutez, je vous répondrai par email plus tard. Donc, je m'appelle Natacha Mignon, je suis avocate associée, je suis membre des barreaux du Québec et du barreau de Paris et je dédie ma pratique depuis près de 10 ans à l'immigration au Québec et au Canada. Donc, le cabinet Imétis, je pense que la seule chose à retenir, c'est qu'on est une équipe de 12 personnes animée par une seule chose, c'est on est passionné d'immigration. Donc, que ce soit l'équipe de Québécois, pure laine, on dit ici, ou d'immigrants, vraiment, on a à cœur d'aider les immigrants. Et puis, alors, on essaye vraiment de vous tenir toujours informés sur de l'information juridique validée juridiquement en matière d'immigration. Et on accompagne de nombreuses familles par an. Je vais commencer par un petit topo. Donc, l'idée de ce type de webinaire, c'est pas de faire de vous des spécialistes de la matière, mais c'est plutôt que vous ayez des réflexes, que vous compreniez cette notion d'immigration. C'est un type de webinaire que j'ai monté sur des années de consultation en immigration pour des personnes qui sont à l'extérieur du Canada et où parfois je vois qu'il y a beaucoup d'informations disponibles quand vous allez sur des forums ou autres, mais finalement on peut se mélanger parce que c'est assez dense. Donc je vais parler vraiment de grandes bases et puis là encore, n'hésitez pas, Romain, s'il y a des questions, je peux répéter quelque chose ou autre, ou mieux le préciser. Donc, vous avez deux mondes en immigration. Vous avez le monde temporaire et le monde permanent. Ça, c'est la première chose à comprendre. C'est-à-dire de l'étranger, soit je viens comme résident temporaire, permis de travail, permis d'études, soit je viens comme résident permanent. Ça, c'est une possibilité qui est offerte au Canada. Vous avez ce choix à faire. Donc, vous devez déjà comprendre qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi en fonction de mon objectif. Et vous avez là-dessus deux paliers d'autorité à quelque part à les convaincre. C'est souvent le cas. Vous avez le palier provincial. Là, on parle du ministère de l'Immigration provincial, le MIFI, et les autorités
fédéral. Donc, c'est ça, j'ai toujours 2 mondes et 2 paliers d'autorité. Quel que soit ensuite, si vous voulez, le projet que vous avez au Canada, donc là, je pense que l'audience est plus, vous êtes plus une audience d'Européens, peut-être des Français et des Belges, vous n'avez normalement pas besoin de visa pour venir au Canada comme touriste. En revanche, quel que soit votre projet plus pérenne sur place, travailler, étudier, vous installer, vous allez avoir besoin d'obtenir un statut. Et donc, ça va être soit un statut permanent, soit un statut temporaire. J'ai besoin de mon permis de travail, mon permis d'études ou de ma résidence permanente. On a de très rares exceptions. Comme vous pensez faire partie d'une exception, je pense que vraiment, faut prendre conseil pour pas avoir de mauvaise surprise à l'arrivée. Quand je dis que toute personne peut venir sur un statut touristique, toute personne, donc sur la base d'une AVE, si vous êtes dispensé de visa, toujours bien penser que ça, ce n'est pas possible en cette période de Covid où nous avons les frontières qui sont fermées pour l'instant jusqu'au 21 février et on s'attend encore, compte tenu de la pandémie, à une prolongation. Donc, l'immigration temporaire. Donc, c'est un des premiers mondes dont je vous ai parlé. L'idée, la grande idée à retenir, et je vous dirais de la retenir d'autant plus en ce moment que le programme des PVT est fermé et on ne sait pas quand il va rouvrir. Les seules informations qu'on a, c'est fermé jusqu'à nouvel ordre. Donc, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, mais vous avez vraiment à retenir que pour avoir un permis de travail, j'ai besoin d'accrocher mon permis de travail à quelque chose. J'ai besoin de l'accrocher à une offre d'emploi. Donc, si vous voulez venir, il faut avoir trouvé en amont l'offre d'emploi et on va, si vous voulez, rattacher cette demande de permis de travail à l'offre d'emploi. Ensuite, permis de travail fermé. Vous avez 2 types de permis de travail fermé. Typiquement, si vous avez une offre d'emploi, vous allez avoir ce qu'on appelle un permis de travail fermé. Donc, vous venez pour une activité précise, un employeur précis, une durée spécifiée et votre conjoint ou votre conjointe, en revanche, aura un permis dit ouvert qui sera finalement, qui lui permettra de travailler pour tout employeur partout au Canada. Donc, on a déjà vous voyez, là, je suis dans le monde temporaire, j'ai ces 2 grands types de permis. Ça, c'est encore de façon schématique comment ça marche si vous demandez un permis de travail pour le Canada. Il y a 2 grands systèmes. Donc, soit je demande une EIMT, un certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est dans des cas un petit peu… en fait, ce sont des cas où l'employeur doit demander l'autorisation de recourir à de la main-d'œuvre étrangère. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ça actuellement parce que le programme des PVTistes, le programme des jeunes professionnels est fermé. Donc, on a plus recours depuis le début de la pandémie à ce type de programme. Mais voilà, retenez que demande de IMT, CAQ ou offre d'emploi, quelle que soit la façon dont on appelle, quel que soit le programme par lequel on passe, j'ai besoin d'une action de l'employeur. On va avoir ensuite un temps de traitement. Vous allez faire une demande de permis de travail en ligne. Là, vous faites votre demande de permis de travail en ligne, puisqu'en ce moment, de toute façon, il n'y a pas de permis qui se demande à la frontière parce que vous ne pourriez pas monter dans un avion. Donc, vous arrivez, vous faites votre demande de permis de travail en ligne et là, il y aura une action majeure de votre part. C'est la prise de données biométriques. Les biométriques, qu'est-ce que c'est? C'est la photo et les empreintes. En France, ça se passe dans 2 centres, à Paris ou à Lyon. Là où on a eu un petit peu de difficulté pendant certaines périodes de la pandémie, c'est qu'en période de confinement, on avait les centres qui fermaient. Donc, ça compliquait beaucoup les choses. J'ai des clients qu'on a dû envoyer à Madrid, d'autres à Londres, d'autres à La Haye. On essayait de voir un peu les centres qui ouvraient, qui fermaient en Europe. Mais voilà, j'ai l'action de l'employeur. Je fais ma demande de permis de travail en ligne. J'ai tout de suite une demande très rapidement d'empreinte, donc on appelle les biométriques. Et puis ensuite, vous aurez soumis naturellement les documents requis, généralement vos diplômes, une lettre de l'employeur, des attestations d'employeur, différentes choses comme ça. Et puis ensuite, on va avoir une décision. Sur la base de cette lettre d'introduction, ça s'appelle comme ça, vous allez pouvoir vous rendre au Canada. Alors, c'est très schématique. Vous voyez, si vous regardez plus en détail cette infographie, vous verrez que selon les cas, il faut une visite médicale. Ça, s'il y a des questions à ce propos-là, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Je voulais quand même pas passer
sans vous parler du programme des EIC, Expérience internationale Canada, qui était vraiment qui est un programme formidable. Je donne l'exemple des citoyens français. S'il y a des Belges, ça fonctionne aussi pour les Belges un petit peu différemment parce qu'on parle de ressortissants de moins de 30 ans, qui ont moins de 35 ans ici, puis ils vont avoir accès qu'au PVT pour 1 an. Mais pour les Français, on a ce programme qui permet de venir travailler quand même très facilement au Canada. Donc, donc le PVT, c'est plus un tirage au sort là, pour avoir la chance d'être invité. Mais sinon, vous avez le permis jeune professionnel où vous trouvez une offre d'emploi et facilement, on va pouvoir ensuite vous préparer une demande de permis de travail qui sera d'une durée de 2 ans. Le programme est suspendu du temps de la COVID, mais c'est sûr que dès qu'il réouvre, ça redeviendra un très bon recours. L'immigration permanente au Québec. Donc là, c'est pour vous donner une idée en fait de délai. C'est-à-dire vous donner une idée de moi, je viens d'accepter un poste au Québec. Dans combien de temps je serai citoyen? Déjà, je pense qu'il faut retenir, avant de se concentrer sur les dates, je pense qu'il faut se retenir qu'une fois que vous avez un permis de travail, il y a quand même des mécanismes de rétention des talents, des travailleurs étrangers au Québec, qui vont faire en sorte qu'une fois que vous êtes sur place, vous allez pouvoir présenter une demande de résidence permanente. Et ensuite, après la résidence permanente, on ira à la citoyenneté. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est de passer de travailleur à citoyen directement. En revanche, de la résidence permanente à la citoyenneté, ça va se faire très naturellement. Donc, un statut de travailleur, généralement, initialement, vous l'obtenez jusqu'à 4 ans. Ça va dépendre des programmes. Tout ça, vous avez vu, le jeune professionnel, c'était 2 ans. Une EIMT, ça peut aller à 3 ans. Ça dépend vraiment des programmes. On va avoir soit des permis fermés, soit ouverts, je vous l'ai dit. Et puis, au Québec, quand vous commencez sur un statut temporaire, ça vous permet d'aller ensuite vers une résidence permanente. Je vais vous parler des différents programmes. La résidence permanente, on a toujours, vous verrez qu'au Québec, on a toujours deux options en fait pour aller la chercher, et ensuite la citoyenneté. À mon sens, le Canada reste un des pays les plus libéraux pour l'accès à la résidence permanente et à la citoyenneté. Puisque même l'accès à la citoyenneté, si vous voulez, c'est simplement, ça va être une condition de résidence sur place, un certain nombre de jours, et ensuite vous devenez citoyen. Du moment que vous êtes au Québec, au Canada serait pareil, simplement je focus plus sur le Québec puisque c'est le thème du webinaire. Les enfants que vous aurez qui naîtront au Canada, au Québec, auront la citoyenneté canadienne automatiquement, même si vous avez encore un statut de travailleur ou éventuellement que vous seriez là en tant que touriste, ce qui n'est absolument pas une recommandation de ma part. Je pense que c'est venir avoir un enfant quand on a un statut de touriste. Bon, après, c'est la nature, ça peut arriver, mais ce n'est pas quelque chose à mettre en place parce que vous auriez des frais médicaux énormes à payer. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous venez comme travailleur, même 6 mois. Si vous avez un enfant, il aura tout de suite la citoyenneté canadienne. On est sur un pays qu'on appelle de droit du sol. Alors, c'est amusant parce que parfois, quand je prépare les webinaires, je me dis, je vais faire des infographies parce que ça simplifie tout. Puis là, quand je dois vous la présenter, ça fait pas mal, ça fait plus peur peut-être qu'autre chose, mais vous allez voir. Je vais parler doucement. Peut-être, Romain, fais-moi un petit pouce. Je suis dans les temps? Pouce, c'est bon. Donc, là, c'est comme, attendez, je reviens en arrière. Je vous parle du statut de travailleur. Ensuite, résidence permanente. Et je vous dis, il y a une passerelle. Donc, ce dont je vais parler là, c'est de la passerelle pour passer de travailleur, comme je suis au Québec, à résident permanent. La passerelle classique, je vous dirais, c'est j'ai un permis initial d'une durée d'au moins 24 mois. Au bout de 24 mois en emploi, je vais devoir obtenir un nouveau permis, mais au bout de 24 mois en emploi, je vais pouvoir demander un certificat de sélection du Québec. Donc, je vais pouvoir lancer mes démarches de résidence permanente quand ça fait 24 mois que j'ai un emploi qualifié au Québec. Donc,
vous arrivez ici, vous demandez votre CSQ, vous allez l'obtenir et là, hop, vous partez vers la résidence permanente au fédéral. On se rappelle de ce que je vous ai dit, quand on immigre au Québec, j'ai toujours 2 paliers d'autorité. Et j'ai 2 paliers d'autorité et j'ai 2 mondes. Donc là, vous voyez, avec mon permis de travail, je suis dans le monde temporaire. Le CSQ commence à me faire passer dans le monde permanent. Et puis, là, avec mon CSQ, je vais ensuite à mon palier fédéral et je demande un nouveau permis temporaire à mon palier fédéral également. Donc, et voilà, donc l'idée, c'est pas si vous voulez, d'apprendre par cœur cette infographie, c'est vraiment de vous dire, j'ai travaillé 2 ans au Québec, je vais avoir un mécanisme après ces 2 années de travail qualifié qui vont m'emmener vers la résidence permanente. Et en m'emmenant vers la résidence permanente, tout au long, je vais pouvoir renouveler mon permis de travail et je vais pouvoir ensuite, donc je n'aurai pas à rentrer dans mon pays d'origine jusqu'à temps que j'obtienne ma résidence permanente. Et pour que votre parcours d'immigration soit, je dirais, sans heurts, qu'il soit rectiligne, je pense que le meilleur conseil, ça reste d'anticiper. C'est la pire chose, c'est quand on arrive à 2 jours d'expiration d'un statut puis qu'on s'aperçoit qu'il vient à échéance. C'est vraiment l'anticipation, à mon sens, c'est le maître mot. Un autre programme, et puis ça, on en entend souvent parler lorsqu'on est en fait depuis l'étranger, c'est le programme Arrima. Arrima, en fait, je l'ai appelé programme Arrima, mais en fait, c'est le programme régulier pour les travailleurs voulant accéder à la résidence permanente. C'est en fait la plateforme de traitement qui va bientôt être la plateforme globale pour tous les dossiers d'immigration au Québec. Mais sachez que si vous n'avez pas un permis de travail de 2 ans ou si vous n'avez pas accédé à un poste qualifié, vous allez pouvoir bénéficier de ce programme Arrima qui va fonctionner par rapport à un nombre de points, par rapport à une cote qui vous est attribuée en fonction de votre connaissance des langues, de vos diplômes et autres. Et ça, vous pouvez le faire dès l'arrivée au Québec. Vous pouvez même faire une déclaration d'intention depuis votre pays d'origine. Là, je recommande de quand même bien vous renseigner parce qu'on n'a pas réellement de tirage d'invitation à devenir résident permanent depuis l'étranger quand on y va directement sur Arrima. Si on a un retour d'expérience sur les 2 dernières années, c'est vrai que les autorités vont inviter de préférence des gens qui ont déjà eu un permis de travail ici au Québec et qui vont avoir un soutien de leur employeur. Les impacts de la pandémie. Les impacts de la pandémie, je pense qu'il faut déjà vous dire quelque chose d'assez positif, parce que le négatif, il va y en avoir, c'est plutôt des mesures, des contraintes. Le positif, c'est que les autorités d'immigration, pendant tout le long de la pandémie, ont maintenu, en fait, ont fait des déclarations extrêmement positives, ont maintenu un discours cohérent à l'effet que le Canada a besoin d'immigrants. On nous l'a dit, on nous l'a redit, on l'a répété avec des déclarations fortes des ministres de l'immigration. Donc ça, c'est très positif. Ce qui est positif également, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture dans le traitement des demandes d'immigration. Alors, il y a eu des retards, mais on n'a pas eu de rupture. Donc, on n'a pas un pays qui s'est refermé, qui a fermé son immigration. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que vous pouvez toujours trouver un emploi, venir travailler au Canada. Moi, je peux en témoigner. On a embauché des travailleurs étrangers pendant la pandémie. Jean-Philippe, je pense qu'il peut également. Voilà, pour mes clients naturellement, mais également, on a fait le test. Les procédures d'immigration ne se sont pas arrêtées. On a des retards, oui, mais ça continue. Maintenant, il y a des embûches à l'arrivée qui sont en fait simplement des mesures prises pour éviter la propagation de l'épidémie. Donc, tant que les frontières sont fermées jusqu'au 21 février, mais considérez que ça va être prolongé, ce serait vraiment la grosse surprise que ça ne le soit pas. Seules les personnes qui sont visées par les exemptions de voyage vont pouvoir se rendre au Canada. Tout à l'heure, j'ai parlé des personnes
qui ont un permis de travail. Quand vous avez une lettre d'introduction, vous allez pouvoir venir au Canada. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes en cours de démarche pour un permis de travail, ça ne va pas poser de problème, ces restrictions aux frontières. En revanche, on va avoir ensuite, c'est une des seules diapositives que je lis vraiment parce que les mesures en ce moment changent tellement souvent que là, elles ont été annoncées il y a quelques jours que je lis pour pas en manquer une. Toute personne de 5 ans et plus, donc vous comprenez que ça touche à vos enfants, entrant sur le territoire canadien, soit que vous veniez des États-Unis, soit que vous veniez par voie aérienne, va devoir présenter un test COVID négatif que vous allez réaliser dans les 72 heures avant le départ. Vous avez ensuite une obligation d'auto-isolement, c'est ce qu'on appelle la quarantaine, de 14 jours quand vous entrez. Et ça s'applique aux travailleurs étrangers, ça s'applique à toute personne qui est autorisée à rentrer. On a de petites exceptions sur les gens qui viennent par exemple faire des travaux urgents sur des infrastructures, pour les médecins qui viendraient s'engager dans la lutte contre le Covid. Bon, mais dites-vous que la grande situation, de façon générale, vous rentrez au Canada, vous auriez à vous isoler. Je vous donne un exemple. Je rentrerai en France, moi je reviens au Canada, j'aurai définitivement à m'isoler 14 jours. Je ne pourrais pas faire partie des exceptions, même si je suis canadienne. Ensuite, à compter du 22 février, et c'est là où ça se corse, tous les voyageurs, donc voyageurs, c'est indifférent de votre statut d'immigration, qui entrent au Canada par voie aérienne ou terrestre, devront effectuer un second test à l'arrivée au Canada. Et là où ça se corse, regardez vraiment l'icône du petit lit. Pour les voyageurs qui rentrent par voie aérienne, vous devrez effectuer une période d'auto-isolement de 3 jours dans un hôtel. Ça veut dire que vous arrivez au Canada, vous restez 3 jours dans un hôtel qui est un hôtel entre guillemets agréé par le gouvernement, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore la liste de ces hôtels-là, mais on devrait la connaître à partir du 18. Vous devrez payer pour être dans un hôtel et pour faire ce test à l'arrivée. Pour l'instant, ce qui est sorti dans la presse, c'est qu'on parle d'un coût de $2 000. Ce serait $2 000 par voyageur, mais tout ça, c'est à confirmer. Donc, je pense qu'il faut garder en tête que quand vous arrivez après le 22 février, vous vous isolez 14 jours, il y aura 3 jours qui seront faits à vos frais dans un hôtel figurant sur une liste des hôtels en quelque sorte accrédités. On n'a pas cette liste encore. Si votre test se révèle négatif, celui que vous avez fait à l'aéroport, vous finissez votre quarantaine, donc les 11 jours qui restent dans votre lieu de quarantaine classique. Exemple, si vous avez loué un Airbnb, si vous avez déjà un appartement sur place. Si jamais le test se révèle positif, vous allez poursuivre votre quarantaine dans une facilité de la santé publique du Canada. Là encore, je n'ai pas plus de détails. On a au bureau quelqu'un qui est en charge de la veille juridique, de prendre connaissance de ces décrets, etc. Donc, dès qu'on aura de l'information, ça va être naturellement publié sur notre site. Donc voilà, les impacts réels, on voit des délais rallongés du fait de la désorganisation des services. Je vous le disais tout à l'heure, je crois que avant le webinaire ou pendant le webinaire même, je vous ai parlé parfois des centres de biométrique qu'on fermé. En revanche, la sélection des candidats continue et voilà, le traitement des demandes d'immigration continue, ce qui est quand même extrêmement positif. Moi, ça fait le tour de la présentation que j'avais à vous faire. Merci beaucoup pour votre écoute et puis je vais être disponible après la présentation de Jean-Philippe pour toute question que vous pourriez avoir. Romain, c'est toi qui me dis si c'est maintenant, c'est maintenant. Merci Natacha, c'était super clair, très enrichissant. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Je vais passer la parole à Jean-Philippe et on répondra donc à toutes les questions à la fin de la session. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Natacha pour la présentation. Très clair parce qu'effectivement c'est un dédale, l'immigration, c'est jamais facile, donc il est important de se faire, à mon sens, accompagner. C'est mon cas et je confirme ce que disait Natacha. Nous avons embauché 2 collaborateurs, un collaborateur et une collaboratrice qui sont venus pendant la pandémie. Donc je confirme tout ce que dit Natacha. De même, moi, un de mes fils est né ici à Montréal, il est canadien.
J'ai pas osé le dire, je le savais, mais je me suis dit, bon, ça reste sa vie privée. Ouais, Natacha connaît bien tout mon dossier, donc Moi j'ai. Non, non, c'est je super. confirme tout ça et ça marche effectivement. Ça peut être ralenti, mais tout fonctionne. Donc maintenant que nous avons parlé d'immigration, je vais vous parler d'un sujet du pendant de l'immigration qui va être quand même important, la fiscalité. Et là, ça n'est pas très drôle, c'est peut-être moins sympathique, mais ça va vous toucher de plein fouet du moment que vous allez sortir de l'avion pour vous installer au Canada. Donc, moi, je suis associé fondateur du cabinet Massad Sora et Guimond Lavallée. Nous accompagnons les Français, entreprises et particuliers, dans leur développement au Canada et plus largement en Amérique du Nord, puisque nous avons des bureaux à New York, Miami et Mexico. Pour vous, en tant que ou même entrepreneur, le fait d'être français va entraîner possiblement des impacts fiscaux qu'il est vraiment nécessaire d'appréhender avant votre arrivée et de surtout ne pas oublier. Donc, nous allons commencer très rapidement par les bases de la fiscalité canadienne. Nous ne rentrerons pas dans tous les détails des déductions, des crédits d'impôt qu'il est possible d'obtenir, mais vraiment vous donner l'idée et de vous donner un aperçu de la sauce à laquelle vous allez être. Puis nous continuerons par l'impact que peut avoir sur vous le fait de détenir des biens ou des actifs hors du Canada et que va-t-il advenir des revenus que vous allez en tirer. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. En France, vous êtes habitué à déclarer par foyer fiscal. Il n'y a qu'une administration fiscale en France, donc vous faites votre déclaration pour la famille. Vous avez droit à des parts si vous avez des enfants. Donc, les choses sont assez simples, quoique déjà, elles puissent paraître compliquées. Au Canada, on passe un step au-dessus, puisque finalement, on rejoint là l'immigration. On a toujours deux niveaux. On va avoir un niveau fédéral. Donc là, tous les citoyens canadiens vont payer des impôts au niveau fédéral. Et puis, un niveau, évidemment, chaque province va avoir ses propres taux d'imposition, va avoir ses propres règles, mais qui majoritairement vont suivre les règles fédérales. Là, on ne parle plus de foyer fiscal, mais vraiment une déclaration par personne. Donc, si vous arrivez en couple, si on veut faire très court, en France, vous faisiez une déclaration. Côté canadien, vous allez en faire 4. 2 pour le fédéral et 2 pour la province dans laquelle vous habitez. Vraiment, donc 2 déclarations par personne. Il n'y a pas de taux d'imposition fixe, hormis le taux fédéral, qui lui va être appliqué de la même manière à tous les Canadiens. Dépendant de la province où vous allez habiter, vont s'ajouter les taux provinciaux. Au Québec, on a un taux maximum entre le Québec et le fédéral qui va être d'environ 53%. Vous pouvez garder ce chiffre. Si vous gagnez plus de 215 000 $, vous allez atteindre cette tranche. Alors qu'en Ontario, on va tourner pour la même tranche. On sera au d'imposition. Donc, on peut avoir vraiment de grosses disparités au niveau des taux d'imposition. Qui doit déposer une déclaration de revenus? Eh bien, c'est simple. Toute personne qui va avoir des revenus de source canadienne, donc ça peut être par exemple le cas aussi de non-résidents, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont acheté un condo, qui l'ont mis en location, vous avez des revenus fonciers, vous devez déposer une déclaration de non-résident au Canada. Et puis après, évidemment, tout résident fiscal canadien. Qu'est-ce qu'un résident fiscal? On a tous en tête la notion des 183 jours passés par an dans un pays. Donc, effectivement, ça, c'est la notion numéro 1. Vous êtes plus de 183 jours par an au Canada. Très probablement, vous allez être résident fiscal. Mais il y a d'autres critères tels que le centre des intérêts économiques et familiaux. Donc, où est votre patrimoine? Où est votre famille? Quand on parle de famille, c'est vraiment la famille rapprochée, hein, les enfants principalement. Donc, l'ensemble de tout ça va pouvoir permettre de déterminer votre résidence fiscale. Mais partez du principe très simple que si vous avez fait toutes les démarches d'immigration dont on parlait avant et que vous venez travailler au Canada, normalement, vous allez être considéré comme résident fiscal canadien. Je le parle au masculin, mais ça s'applique évidemment aussi au féminin. Et ce, dès votre sortie de l'avion. Quand vous allez poser le pied au Canada dans un but de vous y installer, vous devenez résident fiscaux canadien.
Alors, OK, on sait qu'on est résident fiscaux, mais qu'est-ce qu'on va devoir déclarer? Évidemment, on déclare les revenus de source canadienne, donc vous êtes salarié, vous déclarez vos salaires, vous êtes imposé dessus, mais aussi, beaucoup l'oublient et pensent qu'on s'en fiche, il faut déclarer vos revenus de source étrangère, parce qu'il faut savoir que le Canada, comme la France d'ailleurs, impose sur les revenus mondiaux. Ça veut dire que peu importe ce que vous gagnez, où vous le gagnez dans le monde, donc pas forcément au Canada, du moment que vous êtes résident fiscal canadien, vous allez devoir déclarer ces revenus au Canada et y être imposé dessus, à part quelques exceptions près, comme une retraite qui pourrait être de source française, elle sera quand même déclarable, mais pas imposable. Alors, on va se retrouver dans des cas de dualité d'imposition. Le classique, vous aviez une résidence principale en France dans laquelle vous habitiez, vous arrivez au Canada, pour ne pas perdre, vous avez décidé de ne pas la vendre, et pour ne pas perdre d'argent pour pouvoir rembourser vos mensualités, vous mettez cette résidence en location. La France aura la priorité d'imposition. Il faut savoir que dans la majorité des pays occidentaux, c'est le cas. C'est le lieu de situs de l'immeuble, le pays de situs de l'immeuble qui va vous imposer en priorité. Et puis après, vous déclarez ça au Canada et vous êtes imposé dessus. Attention, là, il y a certains qui vont se dire, attendez, c'est bien sympa, là, mais on est imposé en France, on est imposé au Canada. Donc, au final, excusez-moi de l'expression, mais on finit à poil, on n'a plus rien. Donc, quel est l'intérêt? Il y a une convention fiscale qui vient limiter l'impact de cette double imposition. Alors, comment ça va fonctionner? Prenons un petit exemple. On repart sur cet appartement. Vous avez un appartement qui est loué en France. En tant que non-résident, côté français, si vous gagnez moins de 27 000 euros, vous allez payer 20% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, soit 37,2%. Si vous gagnez plus de 27 000 euros, à ce moment-là, on passe à un taux d'imposition à 30%, 17,2% de prélèvements sociaux, donc ça fait 47,2% à verser au fisc français. Vous venez déclarer ces revenus fonciers côté canadien, OK, et vous aurez droit à un crédit d'impôt équivalent à l'impôt français. OK, mais vous paierez toujours le taux d'imposition le plus fort entre les deux pays. Je m'explique. Si vous habitez à Montréal, vous êtes dans les tranches maximales, donc un taux marginal à 53% sur ces revenus fonciers-là. Okay. En France, vous êtes à un taux prélèvements sociaux plus impôt 37,2%. Vous allez payer le différentiel de taux d'imposition au Canada. Okay. Donc, vous payez à deux personnes différentes, mais vous ne payez pas deux fois. Aussi, si au Canada, vous retrouvez un taux marginal de 20% entre le Québec et le fédéral. Côté français, vous êtes à 37,2%. Eh bien, la France ne va pas vous rembourser trop payé par rapport au Canada, et le Canada ne va pas vous le rembourser non plus. Donc, vous aurez payé le taux d'imposition le plus fort entre les deux pays. Il peut y avoir aussi des frottements fiscaux dans le sens où, en France, vous avez mis le bien en location en LMNP, par exemple. LMNP, bien souvent, se retrouve sans aucune fiscalité puisqu'on va amortir le bien. Donc, on ne paye pas d'impôt en France. Côté canadien, on va déclarer selon les modalités canadiennes. Donc, que vous ayez choisi, vous ayez pris l'option du LMNP en France, n'aura strictement aucun impact d'un point de vue déclaratif au Canada parce que le LMNP est une option fiscale française, pas canadienne. Donc, au Canada, on déclare selon les règles canadiennes, même si le bien est en France. Les règles assez simples sont les loyers encaissés, moins toutes les charges, moins les intérêts d'emprunt. Un amortissement qui n'est pas toujours à conseiller. Ça va dépendre des cas vraiment particuliers de chacun. Là, je m'arrête là pour l'amortissement parce qu'on pourrait faire un webinaire à part entière là-dessus. Il y a beaucoup de divergences d'opinion, mais si certains sont dans ce cas, on pourra en parler au moment des avec plaisir. Donc, on repart sur ce LMNP, pas d'impôt en France. Côté canadien, finalement, vous vous retrouvez avec un impôt à payer et donc vous allez être imposé au Canada sur vos revenus fonciers français, alors qu'en France, ils ne seraient pas imposables. En voyant ça, certains se disent bon, ben moi, c'est pas mon problème. En gros, allez, la France c'est d'un côté, le Canada de l'autre. Je ne déclare rien au Canada et puis qu'ils viennent me chercher s'ils en ont envie. Je ne peux que vous le déconseiller. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges d'informations bancaires entre la France et le Canada depuis 2018. C'est-à-dire que si vous avez un compte bancaire en France, que la banque sait que vous êtes résident fiscal canadien,
À ce moment-là, la banque va envoyer toutes vos informations bancaires à l'ARC. L'ARC, c'est l'Agence du revenu du Canada, donc le fisc fédéral. Et c'est comme ça que vous allez vous faire attraper. Et une fois qu'ils vous ont, là, ils vont aller poser les questions à la France. Voyons, depuis combien de temps cette personne a tous les biens. Voilà, et après, là, vous avez un contrôle et vous allez être fortement ennuyé. D'accord? Donc, ne vous amusez pas à ne pas déclarer. Il y a un impact, c'est sûr, mais le Canada, bon, ben, vous ne venez pas au Canada pour, enfin, du moins je l'espère, en pensant que c'est un paradis fiscal, parce qu'on en est très loin. À ce moment-là, partez aux Bahamas plutôt. Donc voilà, faites vraiment attention. Il ne faut pas s'amuser à ne pas déclarer. En plus de ces déclarations de revenus de la déclaration de vos revenus de sources étrangères, vous avez aussi des déclarations d'actifs étrangers qui sont obligatoires si on dépasse certains seuils. Si vous avez plus de 100 000 $, donc à titre individuel, de patrimoine hors Canada, patrimoine qui vous rapporte du revenu, donc on ne prend pas en compte par exemple une maison de famille qui serait totalement vide, celle-là ne rentre pas dans ces critères, mais on va prendre en compte les comptes bancaires, donc compte courant, compte d'épargne, PEL, livret A, CE, tout ce que vous voulez, les assurances vie, les biens immobiliers qui vont vous rapporter du revenu, des investissements dans des sociétés. À ce moment-là, il va falloir donner leur valeur tous les ans sur un formulaire et aussi reprendre les revenus qui en découlent et les indiquer sur ce formulaire-là, sous peine de pénalité de 2 500 $ par année où ce formulaire n'aura pas été rempli. Là, c'est une déclaration vraiment de patrimoine. Il n'y a pas d'impôt afférent à votre patrimoine étranger. On impose les revenus, mais la déclaration est obligatoire. D'ailleurs, je viens de citer les assurances vie. Les assurances vie, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au Canada, sont un vrai sujet. Parce qu'en France, c'est un placement qui est super, ça rapporte de l'argent, ça n'est pas imposé. Les revenus de l'assurance vie ne sont pas imposés. Mais au Canada, il n'en est pas du tout de même. Il faut savoir que la très grande majorité des assurances-vie françaises sont considérées comme des placements financiers et pas des assurances-vie. Pourquoi? Parce que simplement, il y a très peu de notions d'assurance à proprement parler dans les assurances-vie françaises. Donc à ce moment-là, vous allez vous retrouver imposé côté canadien sur la prise de valeur de vos contrats d'année en année. Donc ça, c'est un point à vraiment avoir en tête. Le calcul est vraiment très simple. C'est valeur du contrat 31 décembre, moins valeur du contrat 1er janvier, moins tous les abondements que vous aurez fait dans l'année, donc tous les versements que vous aurez fait sur le contrat. Le résultat que vous avez sera imposable au intérêt, donc à votre taux ordinaire. D'accord? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez. Ce sera toujours cette règle qui va s'appliquer, sauf certains cas qui sont très exceptionnels. Mais la majorité des institutions financières qui vont vendre des contrats d'assurance vie français ne vont pas prendre en compte, évidemment, les notions fiscales canadiennes. Donc, vous aurez un impact fiscal sur vos assurances vie françaises au Canada, dans la majorité des cas. Voilà, ce sont des points, le T1135, ce formulaire déclaration de patrimoine, à ne surtout pas oublier. Si certains qui nous écoutent sont déjà au Canada, ont oublié de le remplir, ne vous mettez pas à pleurer en pensant que ça fait 10 ans que vous êtes là, à 2 500 $ de pénalité, vous allez vous prendre pour 25 000 $ de pénalité. Il y a des procédures qui existent, des procédures de divulgation volontaire qui, si elles sont acceptées en totalité, vont permettre de faire sauter les pénalités. Si on veut aller un peu plus loin, puisqu'on est dans les joyeusetés de la déclaration du patrimoine étranger, qui va en toucher bon nombre d'entre vous, si vous avez, on va aller plus loin, si vous avez des parts de sociétés étrangères, donc françaises, notamment je pense à des parts de SCI, puisque la SCI est un très bon outil de transmission de patrimoine côté français, eh bien si vous avez à minima 10% des parts d'une SCI qui serait familiale, à ce moment-là, vous allez devoir remplir un formulaire supplémentaire par lequel vous allez retranscrire les états financiers de la société sur votre déclaration de revenus. Là aussi, si ça n'est pas fait, vous prenez 2000 et que vous faites attraper, bien sûr, 1 500 $ de pénalité par année où ça n'a pas été fait. Contrairement au formulaire T1135, qui
qui est à fournir, à déclarer en même temps que votre déclaration de revenus. Le formulaire T1134, qui reprend donc les états financiers de ces sociétés, est à établir à partir de cette année dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année. Donc, pour quelqu'un qui est en 2020, pour l'année 2020, doit déposer une déclaration fiscale canadienne, il aura jusqu'au 31 décembre 2021 pour déposer son formulaire T1134. La notion de 10% est importante parce qu'il faut prendre en compte les personnes liées, c'est-à-dire vos parents, vos frères et sœurs et vos enfants. Si la société est familiale, donc détenue par ce noyau familial, d'un point de vue déclaratif, pas d'un point de vue imposition, l'ARC va considérer que vous détenez 100% de la société, vraiment uniquement d'un point de vue déclaratif. Donc, vous allez être soumis à cette obligation parce que, dû à cette règle-là, des personnes liées, vous aurez 100% de la société. Si maintenant, je pousse encore, touchera peut-être moins de monde, mais si vous avez des parts de SARL, par exemple, donc une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, qui va payer son impôt en France, il va falloir faire attention à une notion qui est la notion de le point 5, revenus étrangers accumulés tirés de biens, qui prévoit que les revenus passifs de la société, donc si c'est une société qui touche des loyers, qui touche des dividendes, peuvent être imposés entre vos mains en fonction de votre taux de détention du capital de la société, comme si ces revenus vous avaient été distribués, même si vous n'avez reçu aucune distribution de dividendes. C'est assez rare, ça arrive, il faut l'avoir en tête. Et enfin, maintenant, la petite cerise sur le gâteau. Attention, je fais une petite parenthèse, tout ça n'est pas pour vous dégoûter, c'est du Canada, parce que c'est un pays qui est extraordinaire, c'est vraiment pour que vous ayez toutes ces notions-là en tête, elles sont très importantes du moment qu'on a du patrimoine à l'étranger. Sur le gâteau, il y a une exit tax au Canada qui va s'appliquer après 5 ans de résidence fiscale canadienne. Là, je parle bien de résidence fiscale et pas de résidence immigration. Vous pouvez être en PVT, en jeune pro, en n'importe quel visa temporaire, du moment que votre résidence fiscale est là, à ce moment-là, le compte à rebours démarre. Au bout de 5 ans de résidence fiscale, si vous quittez le Canada, à ce moment-là, il va être considéré que vous avez vendu l'ensemble de votre patrimoine mondial et vous allez vous retrouver imposé sur la plus-value réalisée. D'accord ? Sauf sur les biens immobiliers situés au Canada et d'autres types de biens qui sont des cas vraiment particuliers. Donc, retenez cette règle en général. Si vous avez des biens en France ou n'importe où, vous allez vous retrouver sur la plus-value imposée sur la plus-value latente réalisée. Comment on calcule ça? Eh bien, c'est simple, on prend la valeur de marché de chacun de vos biens à votre date de départ du Canada, moins la valeur de marché de chacun de vos biens à votre date d'arrivée au Canada, si jamais vous étiez propriétaire de biens étrangers ou même canadiens avant votre arrivée au Canada, ou sinon la valeur d'acquisition de chacun des biens que vous étiez résident fiscaux canadiens. La différence est imposée au même titre qu'une plus-value. Cet impôt-là est totalement perdu parce qu'il ne vous apportera aucun crédit d'impôt côté français ou côté du pays dans lequel vous allez aller. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette exit tax en tête, il ne faut pas l'oublier. Il va être, comme vous l'avez compris, quand on a des biens étrangers, on arrive au Canada, il va falloir déterminer leur valeur de marché à date d'arrivée. Donc ça, pour ceux qui sont encore en France et qui ont des velléités de venir, faites évaluer vos biens immobiliers avant de partir par un agent immobilier qui serait qualifié pour le faire. Vous lui demandez une attestation avec une valeur de marché parce que dans 10 ans, quand vous allez quitter le Canada, si jamais vous le quittez, eh bien, retrouver la valeur de marché du bien à votre date d'arrivée, ce sera compliqué. Donc, au moins, là, vous avez toutes les données, vous êtes tranquille, vous pouvez arriver serein. Et maintenant que nous avons fait cette overview, place aux questions. Merci Jean-Philippe pour toutes ces précisions. C'est vrai que le sujet est très large, ça avait le mérite d'être clair. Du coup, c'est vrai qu'on a pas mal de questions, donc je vais commencer à les aborder.
Voilà, je voulais rappeler à notre audience, à tous ceux qui nous regardent, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Lever la main ». Comme ça, vous apparaîtrez direct en haut et je pourrai vous donner la parole si vous voulez poser vos questions directement en live. Donc, je vais commencer par une question de Pauline. Qui s'adresse plutôt à Natacha. Donc, Pauline est une gérante de boulangerie et elle voulait faire venir des boulangers depuis la France. Elle voulait savoir si c'était possible de demander pour eux donc, un visa jeune pro et sinon s'il y avait d'autres options à part le visa EIMT. Oui, c'est une excellente question. C'est une excellente question, Pauline, parce que c'est une question à laquelle on a été confronté depuis le début depuis l'arrêt des jeunes pros. Avant, c'était le recours classique. On faisait jeunes pros et puis ensuite, au bout d'un an, ils avaient accès au PEC. Maintenant, c'est plus possible. Je pense que même que le jeune pro, du coup, s'il est maintenu l'année prochaine ou quand il revient sur une période de 2 ans, ce sera un véhicule qui sera moins intéressant. Alors non, la bonne chose à faire, ça va être de passer par en fait une EIMT a priori. Il y a toujours des exceptions, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de craintes, souvent des craintes des employeurs de l'EIMT, alors que l'EIMT ça fonctionne extrêmement bien. On est dans une période de pénurie de main d'œuvre. J'ai tendance à dire c'est un saut d'obstacle, mais on se rend au bout. Donc non, c'est une EIMT. Puis l'intérêt d'une EIMT, c'est que vous pouvez le demander pour 3 ans. Donc en fait, en demandant 3 ans en première intention, vous laissez la possibilité pour vos travailleurs d'aller sur la résidence permanente sans avoir à renouveler le visa. Parce que même si on part du postulat que le jeune pro réouvre, que là maintenant j'ai besoin de 2 ans avant qu'il qualifie, vous risquez d'avoir à devoir prolonger leur permis au bout de 2 ans. Donc, il y a définitivement une décision stratégique à faire, mais souvent, pour l'avoir fait de nombreuses fois avec des clients au cours de la dernière année, on va pencher pour l'EIMT en première intention pour avoir tout de suite 3 mois. 3 ans, excusez-moi. D'accord, super. Merci pour ta réponse. Du coup, je passe de l'autre côté fiscalité. J'ai une question de Anne. Pour te donner un peu de contexte, Jean-Philippe, donc, qui vit au Québec depuis plus de 30 ans. Elle a donc un appartement à studio depuis les années 80, donc, qui se situe en France. Elle voulait savoir si tu pouvais confirmer le fait qu'au niveau fiscal, en France, elle ne doit rien payer, étant donné que c'est une possession depuis plus de 30 ans. Et elle voulait savoir si au niveau du Québec, elle devait payer donc 50% sur la plus-value réalisée. Alors, effectivement, alors côté français, attention, ne rien payer, oui et non. Sur les revenus fonciers qui sont tirés du bien, eh bien, il va falloir payer des impôts en tant que non-résidente. Sur la plus-value, effectivement, il y a un abattement pour durée de détention. Si le critère de 30 ans est effectivement respecté, elle serait exemptée d'imposition sur la plus-value. Côté canadien, eh bien, les revenus fonciers sont aussi imposables au Canada, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, la plus-value réalisée, effectivement, sera imposée puisque ce critère de durée de détention n'existe pas au Canada. Là, ce n'est pas 50%, le taux d'imposition n'est pas à 50%, c'est 50% du montant de la plus-value calculée selon les règles canadiennes sera réintégré à ses revenus ordinaires. Donc, puisque je disais tout à l'heure, on a un taux maximal de 53%, si on divise par 2, au final, ça lui fera, si elle est dans les tranches maximales, un taux d'imposition sur la plus-value à 26,5. D'accord, super, merci pour toutes ces précisions. On a une question de Zineb à qui je vais donner la parole. Zineb, est-ce que tu nous entends ? Alors, il faudrait que tu unmutes ton micro. Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Bonsoir, on vous entend. On vous entend très bien. Super bien. Merci pour cette présentation qui était très claire et instructive. En fait, j'ai une question. Ma famille, on a fait une demande d'immigration au Canada et on détient un bien à l'étranger. Donc, ma question est la suivante. Je sais qu'en vertu des conventions de non-double imposition, normalement,
la taxation se fait au lieu de situation du bien. Donc, si je deviens résidente fiscale du Canada et que je vends le bien, je suis tenue de le déclarer au niveau de la déclaration de patrimoine, si je comprends bien, au niveau du Canada, mais la taxation se fera au pays de situation du bien. Et si je décide de le louer, est-ce que le loyer sera également taxé dans le pays de situation du bien ou est-ce que le Canada va aussi le taxer? Merci. Alors, c'est effectivement toute la subtilité des conventions fiscales. Si vous lisez la convention fiscale avec la France, si le bien est en France, par exemple, et elles sont toutes manière à ce niveau-là, à quelques exceptions près, il y a effectivement écrit que l'imposition se fait dans le pays de situation du bien, mais il n'y a pas écrit exclusivement de situation du bien. Ce qui veut dire que le Canada, ça donne la priorité au pays de situation du bien de vous imposer sur les revenus fonciers. Et après, vous êtes quand même obligé de déclarer vos revenus fonciers côté canadien avec un jeu de crédit d'impôt. Voilà. Très bien. Parfait, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Zineb. Du coup, voilà, si comme Zineb, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à lever la main. En attendant, alors, on a beaucoup d'autres questions qui viennent d'arriver en même temps. Donc, j'aurais une question pour Natacha. Donc, une question de Frédéric qui nous dit qu'il est actuellement donc, en attente d'un EIMT depuis déjà plus d'un an pour un poste donc, de cuisinier confirmé dans un restaurant assez connu. Il voulait savoir, étant donné que son employeur est vraiment d'accord pour le job, il voulait savoir s'il y avait possibilité ou moyenner l'avancement du dossier. C'est pas normal. C'est pas normal une EIMT qui est dans un temps de traitement de plus d'un an. Donc, il faut contacter d'urgence les autorités. C'est absolument pas normal. Vous avez les délais disponibles sur le site. Si c'est une EIMT simplifiée, je sais pas si c'est une EIMT simplifiée, on les a à peu près en ce moment entre 7 à 8 semaines. C'est plus long quand ça va être une EIMT régulière, mais il y a un problème dans le dossier que cette personne ça ne peut pas être lui, ça doit être son employeur parce que la demande de EIMT est faite par l'employeur. Oui, j'entends des gens en parler. Je ne sais pas si c'est… Alors, c'est possible. Il y a des gens à côté, mais normalement… faut leur faire comme ça. Donc voilà, il y a un problème dans votre dossier, monsieur, et ça vaut la peine de demander à l'employeur de contacter les autorités très rapidement parce que la demande devrait être déjà traitée ou peut-être qu'il y a un complément d'information, peut-être qu'il y a des choses, mais il se passe quelque chose. D'accord. Super. Eh bien, merci. Natacha, du coup, alors, j'ai une autre question donc, de Lucie pour Jean-Philippe. Donc, il nous demande, donc, elle est propriétaire de 2 maisons suite à un décès. Donc, son père a l'usufruit des 2 maisons, un temps que sa résidence, l'autre est en location. Le compte bancaire pour les loyers est un compte joint à tous les membres de la famille pour éviter les problèmes de blocage quand il décédera. Mais je ne bénéficie pas donc des loyers. Comme le compte est joint, est-ce que je dois déclarer les revenus au Canada? Alors non, tant que effectivement, légalement, vous avez la nue propriété, donc vous n'avez pas le droit de toucher les loyers perçus. Donc ils ne sont pas, ces revenus-là ne sont pas imposables. Le compte est peut-être joint, mais tant que vous ne tirez rien de ce compte-là, faites bien attention à ne pas prendre d'argent de ce compte-là, il n'y a pas de revenus à déclarer. Voilà. D'accord, super. Merci Jean-Philippe. Donc j'ai une autre question. Donc on va accueillir donc à l'antenne Iwana qui va nous poser sa question. Donc Iwana, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Donc, oui, vous m'entendez très bien, c'est bien. Je veux vous demander, parce que comme je suis suivie chez Imetis par un monsieur avocat chez Métis, il m'a demandé donc postuler sur ImmiJob à CV. Est-ce que c'est possible cette année donc,
au Canada de trouver le job comme barmaid, travailler derrière le bar. Je vais vous arrêter tout de suite. C'est que déontologiquement, je ne peux pas commenter un dossier dans lequel vous avez, si vous avez une consultation ou un dossier en cours. C'est pas moi qui le traite parce que votre nom, Madame Adamzak, me dit rien. Mais si vous voulez me poser une question, il va falloir la faire de façon plus générale et il va falloir, parce que je peux pas rentrer dans un dossier personnel, c'est pour simplement des fins de confidentialité pour vous. D'accord, merci. Peut-être. Si vous voulez peut-être poser la question à l'avocat qui s'est chargé, qui vous aide, c'est pour des. On est tenu par les règles du barreau. Je veux pas vous comprenez ce que je veux dire parce que là vous êtes live, donc je pense que c'est moins intéressant de discuter un cas personnel. Oui, d'accord, ok. D'accord, madame. Bon, merci Iwana en tout cas d'avoir pris la parole. Merci à Natacha pour votre professionnalisme. Du coup, on va accueillir Nicolas. Alors Nicolas, je vais vous donner la parole. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? On vous entend super bien. Très bien. Alors, c'est une question pour Natacha. Je viens d'arriver avec ma famille depuis peu sur Montréal et je commence à me questionner sur la résidence permanente et sur la stratégie à mener. Et je voulais avoir son avis pour le statut de travailleur autonome qu'elle n'a pas évoqué. On a évoqué le salariat. Je voulais en savoir un peu plus sur le statut de travailleur autonome, comment ça se passait, quelles étaient les conditions requises. Donc, vous avez le statut de travailleur autonome, c'est un statut plus particulier. Vous avez les programmes qu'on appelle les programmes de gens d'affaires qui sont divisés en 3 catégories. Travailleur autonome, entrepreneur et investisseur. Le travailleur autonome, vous devez justifier d'un patrimoine de $100 000 net. Alors, Jean-Philippe, $100 000 net, c'est quelque part les plus moins les moins. Donc, pour d'ailleurs, sur ce type de programme, vous êtes assisté par un comptable parce qu'on va vous inciter à faire également un plan d'affaires de qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, le $100 000, vous le prouvez en montrant votre patrimoine moins vos dettes. Exemple, votre seul patrimoine, c'est une maison de 100 000, c'est une maison, on va faire simple, de $200 000 canadiens. Vous avez un prêt de 50 000 sur cette maison. Vous valez en tout 150 000 $. Donc, je dois prouver que vous avez un patrimoine net de 100 000 $. Le patrimoine, ça va inclure l'ensemble de vos biens, actifs mobiliers, actifs immobiliers, etc. Ensuite, dépendamment d'où le projet se situe, vous allez faire la demande, vous allez devoir faire un dépôt de 50 000 ou 25 000 pour votre projet d'affaires et vous allez devoir ensuite démontrer qu'il y a un projet d'affaires. Vous allez devoir justifier également d'avoir exercé la profession que vous entendez faire au Québec 2 années auparavant à votre compte dans votre pays d'origine. Donc, c'est un bon programme. Si vous voulez, nous, on le fait souvent. Par contre, là, si vous avez déjà un statut de travailleur, ça risque d'être compliqué de convaincre les autorités de ces conditions, de ce changement. Donc, je ne sais pas. Mais c'est à peu près 18 mois pour obtenir de CSQ. La résidence permanente, en revanche, sur les programmes de travailleurs autonomes, c'est plus long parce qu'on est sur des délais souvent qui oscillent de 49-50 mois pour la résidence permanente. Par contre, vous pouvez avoir un permis de travail pour commencer votre projet quand vous êtes sélectionné par le Québec. Est-ce que ça répond à M. Gomez à vos questions? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est cumulable d'avoir un statut de travailleur autonome et de salarié? Pas réellement, non. Pas réellement. Si vous voulez, oui, il n'y a rien qui l'empêche, mais j'aurais des doutes sur le fait que vous ayez, sur le fait que les autorités vous suivent sur une demande de travailleur autonome, alors que vous avez déjà un permis de travail. D'accord, je comprends. Je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Merci Nicolas, merci Natacha pour ces précisions. Alors, j'ai une autre question donc, de Micheline. Donc, j'ai une question assez technique, je pense, qui s'adresse donc plus à
Jean-Philippe en l'occurrence. Alors, Micheline est veuve, âgée déjà de plus de 70 ans, séparée, son ami donc, est séparé depuis plus de 20 ans. En gros, ils veulent acheter tous ensemble une propriété, un bien immobilier au Canada, donc avec leurs enfants. Sauf que son mari donc, ne parle plus, n'a plus de relation particulière avec ses enfants. Et donc, elle voudrait savoir en fait si c'était possible pour son ami donc, de faire une légation en cas de décès directement aux personnes qu'il souhaite et non à ses descendants. Voilà, là, on relève, là, c'est un peu hors de mes compétences parce qu'on relève davantage du droit des successions. Donc là, il faudrait voir vraiment avec un notaire ou un avocat parce que là, sont vraiment des problématiques légales. J'ai des idées, mais je préfère ne pas me prononcer parce que ça n'est simplement pas mon métier. Je ne peux pas me permettre de donner des conseils là-dessus. Si vous voulez, madame, vous pouvez m'écrire en privé et puis je vous donnerai les coordonnées de quelqu'un qui a déjà fait d'ailleurs des webinaires avec Modi Français. Super, c'est noté. Je transmettrai, mais juste avant de nous quitter donc avec Micheline, Micheline a une autre question. Elle voulait savoir en fait si les montants français qui vont investir avec ses enfants donc, à Montréal, s'ils allaient être taxés par le fisc canadien et de combien car pour remettre un petit peu de contexte, son projet donc, est d'essayer de rester à moitié du temps en France et au Canada. Donc là, je fais appel à ton expertise aussi bien sur le sol français que canadien, Jean-Philippe. Donc, si je comprends bien, tout le monde est en France, c'est ça, à l'heure actuelle? Et la volonté d'aller acheter Oui, c'est ça. Le but, c'est de faire moitié-moitié en termes de temps. Bon, alors, excusez-moi, ça a frisé. Allô? Oui. Oui. Alors, non, le fait d'injecter du capital pour aller acheter un chalet ou une maison ne pose strictement aucun problème. Il n'y a pas d'impôt là-dessus. Par contre, bon, pour le 50-50, là, il y a peut-être une problématique immigration. Est-ce qu'on a le droit de rester autant de temps au Canada sans statut? Ça, je ne sais pas. Mais à la revente de ce bien, donc à l'injection, à l'achat, aucun problème. Si le bien est vide, on n'a pas d'impôt non plus, puisqu'il n'est pas loué, il ne rapporte pas du revenu. Si jamais il est loué, on va se retrouver imposé au Canada en tant que non-résident sur les revenus fonciers qu'on a tirés, avec une obligation de faire des retenues à la source sur les loyers encaissés, à reverser tous les mois. On déclare ces revenus fonciers en France, on les déclare aussi au Canada. Le Canada a la priorité d'imposition. En France, on aura un crédit d'impôt équivalent à l'impôt canadien payé. Un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, mais dans le sens inverse. À la revente, eh bien, la plus-value sera imposée côté canadien. Et côté français, on devra aussi la déclarer. Et là aussi, on aura un jeu de crédit d'impôt. L'impôt canadien viendra diminuer ou peut-être annuler l'impôt français sur la plus-value réalisée. Super. Merci Jean-Philippe. Du coup, on a une question de Wafa. Wafa, je vous donne la parole. Salut, vous m'entendez? Oui, bonjour, on vous entend très bien. Donc, j'ai une question à Madame Mignon. Vous avez parlé lors des premières étapes de l'immigration qu'il faut détenir une offre d'emploi pour demander le permis de travail. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de détenir ou de demander le permis de travail avant d'avoir ou de décrocher une offre d'emploi? Je pose cette question parce que lors de nombreuses offres d'emploi que j'ai lues, on demande avoir un permis de travail. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ceci? Madame Tabache, merci pour votre question. C'est une question qui est très pertinente et que j'entends souvent, où je vais être contactée par de futurs immigrants qui me disent c'est bon, il est prêt à me prendre, j'ai trouvé un employeur, mais il faut que j'ai mon permis de travail. Ça, c'est quand vous allez vous adresser à des employeurs qui n'ont pas l'habitude nécessairement de faire appel à des talents étrangers. Donc, il y a une sorte d'éducation de l'employeur à faire aussi
faut leur expliquer ça. Je sais que nous, souvent, on dit, ben, n'hésitez pas à dire à votre employeur de nous contacter, puis on va lui expliquer que ça marche vraiment dans le sens. J'ai pas de possibilité, Madame Tabache, que vous ayez un permis de travail sans offre d'emploi. On a des cas extrêmement limités, des cas de réfugiés, par exemple, dans le cadre de parrainage. On avait le PVT avant, si vous êtes ressortissante européenne, donc dans certains pays. Pour l'instant, ça n'est plus disponible, ce programme du PVT. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment obtenir un permis de travail. Notre cabinet opère une plateforme, c'est complètement gratuit pour les candidats, qui s'appelle imijob.com, I2MIJOB.com. Et là, elle est dédiée, en fait, la plateforme, à des employeurs qui sont en pénurie de main-d'œuvre et qui sont prêts à embaucher des travailleurs étrangers. Donc, il y a beaucoup d'activités. N'hésitez pas à y placer votre CV. Ça ne vous engage à rien, puis c'est gratuit. Et là, vous parlez à des employeurs qui sont prêts à recruter des talents étrangers. Et je confirme ce que dit Natacha sur ImiJob, c'est très actif. Les employeurs y vont vraiment, puisque nos 2 dernières recrues ont été recrutées via ImiJob. C'est vrai, oui. C'est super. Magnifique. Merci. Merci, Wafa. Du coup, on a une autre question. Alors, une question de Pauline qui nous demande, donc, si on fait un PVT ou jeune pro, est-ce qu'on peut demander le CSQ après car il est difficile donc d'avoir 24 mois d'expérience professionnelle sur un visa de 24 mois. Oui, j'ai répondu en ligne. Il y a plusieurs questions spécifiques, mais celle-là, je voulais vraiment répondre à tout le monde. Mais c'est un peu par rapport à l'employeur qui est intervenu tout à l'heure, qui avait un fonds de commerce de boulangerie, je pense. Vous ne pouvez pas cumuler PVT et jeunes professionnels. C'est pour ça qu'en ce moment, parce que là, est-ce que vous pourriez me préciser votre statut actuel? Alors, Pauline, si vous nous entendez. Si on fait un... Ouais, on ne peut pas... Ok, c'est difficile d'avoir... Oui, c'est ce que je mettais dans l'infographie, c'est qu'un permis de 24 mois, on va avoir besoin de le renouveler parce que maintenant, vous avez besoin de 24... vous devez être en emploi quand vous présentez votre CSQ. Vous avez besoin de 24 mois de travail et ensuite, vous avez un temps de traitement de 6 mois. Donc, si vous avez un permis seulement de 24 mois, vous aurez besoin, en fait, vous aurez besoin de le renouveler. C'est pour ça qu'une stratégie qui peut être intéressante au jour où on se parle, c'est d'y aller directement sur une IMT. Sinon, vous risquez avec votre jeune pro de devoir aller votre jeune pro ou votre PVT, d'aller renouveler ce permis sous un autre programme. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on essaye d'anticiper cette problématique qui va se poser 2 ans plus tard. Vous avez la possibilité aussi, avec votre permis de travail, votre PVT, si vous avez le soutien d'un employeur, d'essayer également sous Ariba. On a différentes petites options, mais c'est vrai que là, il faut se battre pour avoir un permis le plus long possible dès l'origine. D'accord, bah super, c'était clair. Merci Natacha. Du coup, on a encore pas mal de questions. Je vais essayer d'être rapide. Alors, j'ai une question de Leslie qui nous demande donc si elle doit donc déclarer ses liquidités présentes sur un compte en France si elle ne dépasse. Est-ce qu'il y a une imposition au Québec, au Canada? Allô? Je pense que j'ai été coupé. Oui, enfin, du moins de mon côté, oui. Ok, bon, je repose la question de Leslie. Donc, elle voulait savoir si elle doit déclarer donc, des liquidités qui sont présentes sur un compte en France et qui ne dépassent pas donc les 100K dollars. Voilà, elle voulait savoir s'il y avait une imposition particulière au Québec ou au Canada et si la taxe de ces départs s'applique-t-elle aussi donc aux liquidités. Alors, si vous n'avez que, je dis bien, un compte sur lequel il y a moins de l'équivalent de 100 000 $, à ce moment-là, non, il n'y a rien à déclarer. Bien sûr, si le compte ne rapporte pas des revenus, si c'est par exemple un PEL, à ce moment-là, il faudra déclarer les intérêts du PEL au Canada, mais vous n'aurez pas à déclarer le PEL en soi.
la détention de ce PEL. Donc attention, parce que si vous avez d'autres actifs, on parle bien vraiment de cumuler, de valeurs cumulées. Donc si vous avez un compte, un appartement qui vous apporte du revenu, forcément le total va dépasser les 100 000 $, là vous devrez déclarer. Si vous n'avez que ce compte-là et vraiment que ce compte-là, non, vous n'aurez rien à déclarer, hormis les revenus que vous tirerez de ce compte, si jamais il apporte du revenu. En ce qui concerne l'exit tax, si c'est un compte courant, eh bien comme je le disais tout à l'heure, le Canada va vous imposer sur la plus-value réalisée. Le cash en lui-même ne prend pas de valeur. Ça reste figé et il n'en prend pas et il en perd, puisque la valeur de la monnaie se divise par 2 tous les 20 ans. Donc, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value réalisée sur le cash puisqu'il n'y a pas de plus-value. Voilà. D'accord. Super. Eh bien, merci. J'ai une autre question. Une question de Jennifer qui nous demande donc si elle possède donc un PEA en France, comment il est traité donc fiscalement au Canada, est-ce qu'elle doit le déclarer, est-ce qu'elle va payer des impôts sur les dividendes même non perçus? Alors oui. Alors, pour le déclarer en soi, comme vous avez bien compris, on a une déclaration de patrimoine et une déclaration de revenus. Pour le patrimoine, si en cumulé avec tous vos autres actifs, eh bien, vous dépassez, en incluant ce PEA bien sûr, les 100 000 $ de valeur, il va falloir le déclarer. Pour ce qui est de l'imposition, oui, même si vous n'avez rien perçu, étant donné que vous êtes titulaire du compte, d'accord, il a pris de la valeur. Donc, même si vous ne l'avez pas récupéré, elle vous appartient, donc vous êtes imposé. Voilà. D'accord, super. Bon, moi, ça avait le mérite d'être très clair et très succinct. Du coup, j'ai une autre question encore qui vient d'arriver de François, qui demande en cas d'immigration au Québec s'il y avait un montant autorisé pour notre installation exempté de charges fiscales. Ouf, c'est pour toi. Oui, alors là, je ne suis pas sûr de bien saisir la question. Mais en gros, vous pouvez, parce que ça, elle m'est souvent posée, c'est peut-être dans ce sens-là qu'elle est posée. Vous arrivez au Québec et au Canada en général, vous avez des fonds en France, vous voulez les rapatrier au Canada pour investir, acheter votre logement, il n'y a pas d'impôt à payer. Sinon, là, ce serait quand même catastrophique. Ce serait un gros frein justement à l'immigration. Donc, fort heureusement, il n'y a pas d'impôt à payer. Et côté français, il n'y aura pas d'impôt à payer non plus, ni de taxes retenues. Sinon, ce serait une catastrophique pour le libre-échange. Là, attention, uniquement si on parle de cash. Maintenant, si vous parlez de vente de biens, à ce moment-là, les plus-values seraient imposables tant en France qu'au Canada. Donc, non, il n'y a pas de limite. Si vous avez envie de venir avec 1 milliard, venez avec 1 milliard. Il n'y aura pas d'impôt. C'est ça. D'accord, super. Je ne crois pas plus de 10 000 $ dans la poche quand vous passez. Ah oui, si c'est du cash dans la poche, là, mais c'est quand même assez rare, effectivement. Là, c'est au niveau des douanes. Oui, je sais, parce qu'au niveau des douanes, j'ai toujours des questions qui me sont posées sur les douanes, sur les animaux domestiques. Donc, au fur et à mesure, je finis par… Oui, non, c'est effectivement, le seuil est à 10 000 $. Là, c'est pour lutter contre le blanchiment, pour connaître l'origine des fonds. Mais c'est vrai que c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui se balade avec 20 ou 30 000 $ dans la poche. Ça peut arriver. Mais donc, non, quand vous prenez l'avion, n'ayez pas 50 000 $ dans la poche parce que vous aurez des problèmes à l'aéroport. Eh bien, c'est noté. Du coup, alors je sais, Natacha, que tu as répondu à Rodrigue qui demandait en gros les étapes pour avoir une autorisation d'enseigner au Québec, sachant qu'il a déjà un profil d'entrée express. C'est une question récurrente. C'est la troisième personne qui me la pose, donc je voulais savoir si tu pouvais nous donner un tout petit peu plus de précision sans rentrer trop dans les détails. On connaît bien, nous au bureau, quand même la situation des enseignants parce on s'est occupé de plus d'une centaine d'enseignants au cours de la dernière année. Par contre, ça n'a rien à voir quelque part avec l'immigration. C'est-à-dire que vous devez faire vos démarches auprès du ministère de l'immigration. Ce que j'aime moins, ce que vous me dites, c'est que vous faites des démarches sous l'entrée express, puis vous allez chercher à pouvoir enseigner au Québec. Ça peut être problématique. Vous pouvez vous attendre à ce que les autorités questionnent votre volonté réelle d'immigrer dans une province anglophone. D'accord.
Merci Natacha. Et oui, il y a beaucoup de professeurs, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre dans les professions de professeurs et je sais qu'il y a beaucoup de recrutement de professeurs étrangers en ce moment dans tout le Québec. D'accord, ouais, c'est vrai que c'était une question assez récurrente, donc c'est plutôt pour l'enseignement supérieur. Et du coup, merci pour ces précisions. Je pense que j'ai une question là, donc, qui est plutôt pour Jean-Philippe, donc d'un auditeur ou d'une auditrice anonyme. Donc, un de ses parents donc, est décédé et la succession donc, du bien immobilier Ah, ça a recoupé. par cette personne. Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, Petit ça problème y de est, connexion aujourd'hui. Du coup, alors, un de ses parents donc, a décidé, elle a reçu donc, le bien immobilier par héritage, mais c'est sa mère qui profite de l'usufruit de ce bien. Est-ce qu'elle doit donc déclarer cette succession au Canada? Non. Il faut savoir qu'il n'y a pas, au Canada, il n'y a pas de droit de succession en tant que tel. Bon, il y a c'est un peu plus comment dire, machiavélique que ça, parce qu'il y a des droits qui sont déguisés, ça ne s'appelle pas des droits. Mais bref, si la succession vient de France, la succession est imposée en France, vous habitez au Canada, il n'y a aucun impôt à payer. Il n'y a pas non plus à déclarer si le bien est détenu en direct. Donc là, je parle vraiment d'un bien détenu en direct, hein, pas d'un bien détenu via une société type SCI. S'il est détenu en direct, il n'y a absolument aucune déclaration à faire. Sur votre étant donné que le bien ne vous rapporte pas de revenus, il n'a pas non plus à être intégré. Voilà. D'accord. Super, merci. Du coup, alors une autre question d'Emmanuel, donc, qui nous demande faut-il comprendre que pour le possédant de SCI, il y a l'imposition française, certes, mais aussi la canadienne en plus? Et si oui, de combien? Oui, vous avez tout compris. C'est exactement ça. Votre part de résultat de la SCI est imposable en France et vous la déclarez au Canada. Vous avez un impôt qui est calculé. Comme elle est imposée en France en priorité au taux que je citais tout à l'heure, donc moins de 27 000 euros à peu près, c'est un peu plus détaillé que ça, vous serez à 20% d'impôt sur le revenu, 17 de prélèvements sociaux. Au-delà, 30 impôts sur le revenu, 17 de prélèvements sociaux. Ça va vous donner droit à un crédit d'impôt côté canadien sur votre quote-part du résultat. Quel taux d'imposition? Eh bien, c'est le taux ordinaire. Donc, ne connaissant pas vos revenus, il est difficile de répondre. D'accord. Parfait, Emmanuel. Je vous invite donc à demander directement à Jean-Philippe en privé par mail à la suite du webinaire pour lui donner un peu plus d'informations. Donc, on a une autre question donc, de Astrid. Donc, qui nous demande si l'obtention d'un permis fermé avec un employeur au Québec, que se passe-t-il si l'employeur licencie l'employé? Elle nous demande aussi donc si l'employé se trouvera-t-il sans statut et quels sont arrive. Est-ce qu'on peut rester en place donc, en attendant et rechercher un nouveau poste en étant Alors, Romain, je t'ai perdu en cours, mais je pense que j'ai compris l'idée. C'est une excellente. Romain, j'entends la fête autour de toi. Si tu peux couper ton micro juste le temps que je réponds. En fait, c'est une très bonne question que vous posez. Et nous, je sais, quand on accompagne des travailleurs étrangers, des employeurs, on met toujours ces cartes sur table. C'est-à-dire que un employeur canadien et québécois va avoir vis-à-vis de vous autant de droits et de devoirs que vis-à-vis d'un Canadien. En ça, il n'y a pas de différence au sens que si jamais la rupture, si jamais en fait la relation professionnelle ne convient pas d'un côté ou de l'autre, il peut y avoir une fin d'emploi. Donc ça déjà c'est très clair parce que parfois j'ai des travailleurs qui vont penser que puisqu'on leur a sponsoriser un permis de travail de par exemple 2 ans, 3 ans, ils vont pouvoir, quoi qu'il se passe, ils ont comme une sorte de garantie de 3 ans. Pas du tout. Donc, si jamais vous vous retrouvez sans emploi, donc l'employeur peut mettre un terme à votre emploi. Après, ça va être une question de norme du travail sur la validité ou non du congédiement. On parle plus de congédiement ici que de licenciement, c'est un autre sens. Et vous, sur place, vous allez devoir repasser par un processus
de demande de permis de travail. En revanche, tant que votre permis est valide encore à une date de validité, vous pouvez faire des démarches de recherche depuis le Canada. C'est-à-dire que vous n'avez pas à être quitté tout de suite quand vous perdez votre emploi. Dans ces cas-là, en revanche, on va recommander de ne pas voyager. De toute façon, en ce moment, c'est difficile de quitter les frontières pour ne pas vous exposer à une fausse déclaration. La fausse déclaration en matière d'immigration, c'est vraiment quelque chose de terrible qui peut avoir des conséquences graves. Donc, on vous demande d'éviter de voyager puisque si vous revenez, on va vous demander pourquoi vous revenez. Vous pouvez dire, vous ne pouvez pas dire que c'est pour travailler parce que vous aurez perdu votre emploi et l'agent d'immigration peut vous retirer le permis lors d'une réentrée au Canada. Mais si vous restez au Canada, vous allez pouvoir vous maintenir légalement tant que votre permis est valide et chercher un autre employeur. Si vous étiez sur un jeune pro, on a des possibilités, on a des façons facilitantes d'obtenir un nouveau permis. D'accord, super. Merci pour ces précisions. Une autre question. Jean de Blandine et Arnaud. Ah, c'est bon, tu peux y aller. Est-ce que c'est bon? Alors, j'ai une question donc, pour toi de la part de Blandine et Arnaud qui nous demandent donc s'il y a une taxe sur la plus-value à la revente d'une résidence principale située au Canada. Non, si vous êtes toujours au Canada, non, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value à la revente de votre résidence principale. Voilà, du moment que vous y habitiez. Okay, parce que si elle a été mise en location, là, c'est un tout autre sujet. Mais si vous quittez votre résidence principale dans laquelle vous habitiez, vous la vendez, il n'y a pas d'impôt à payer. D'accord, c'est noté. Merci. Donc, pour Natacha, petite question de Lucie. Donc, je pense que c'est une question qu'on me demande assez souvent. On me demande si tu as un peu de visibilité, de couleur sur les délais de traitement des demandes de résidence permanente au jour d'aujourd'hui, actuellement. Alors là, dans le cas précis, c'est une fois que la demande reçue a été déjà reçue par le service d'immigration. Et voilà, te demande si tu as de la couleur un peu sur les différents délais. Moi, je trouve que pour l'instant, ce qu'on constate, donc sur le programme des travailleurs qualifiés, hein, j'imagine, on constate Québec, au Québec, oui. Ok. 22 à 26 mois à peu près. Je sais que le site indique 15 à 17 mois. Dans ma pratique, c'est plus 22 à 26 mois que je constate. D'accord. D'accord, ok, super. Qui demande si elle peut faire une demande donc de RP via Entrée Express vers une province hors du Québec et ensuite venir s'installer au Québec, dans le cas, en l'occurrence, où elle retrouve donc un nouvel emploi. Oui, c'est la question qu'on me pose très, très souvent en ce moment parce qu'on voit qu'il y a eu un tirage de 27 000 personnes qui étaient au Canada pour il y a 2-3 jours, non, samedi dernier. Vous pouvez, c'est-à-dire que vous pouvez en fait, une fois que vous obtenez le statut de résident permanent, vous allez pouvoir, dans un avenir plus ou moins proche, changer de province et donc, le Québec faisant partie du Canada, vous allez pouvoir vous réinstaller au Québec. Là où il faut faire attention, c'est qu'il faut que vous ayez, lorsque vous faites une démarche d'entrée express, il faut que vous ayez une intention réelle de vous installer au Québec. Donc, c'est ça que les agents vont pouvoir contester. Mais si là, vous êtes une personne, vous habitez déjà en Ontario, donc vous suivez normalement le programme de l'entrée express qui aboutit sur une résidence permanente. Et puis, au bout de 12 mois, vous apercevez que finalement, après 2-3 week-ends au Québec, vous êtes plus à l'aise au Québec. Rien ne va vous empêcher de travailler. Ou si vous postulez partout en Ontario et puis partout au Québec et puis que vous avez au final une offre plus intéressante au Québec, vous allez pouvoir revenir. Mais il y a quand même, on peut questionner votre intention et si on questionne votre intention, vous devez être en mesure de mettre de l'avant ce type d'argument. De montrer aux autorités, je n'ai pas cherché en fait
à utiliser le programme de l'entrée express parce que c'est plus court et que j'ai jamais eu aucune intention d'aller en Ontario. Donc, bien garder trace de vos attaches avec la province de choix initiale. Okay, c'est noté, super. Bon, c'est vrai que l'heure tourne. On a encore pas mal de questions. Le sujet est très intéressant. Donc, je vais clôturer avec une dernière question pour Jean-Philippe. Donc, c'est une question plutôt de stratégie. Si c'est une stratégie donc intéressante de prélever des fonds chaque année, donc sur des fonds français, pour rester donc sous le seuil des 100 000 $, ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Alors, si on parle de stratégie fiscale, honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. OK. Parce que quoi qu'il en soit, comme je le disais, on a une déclaration de patrimoine. Si vous êtes au-delà des 100 000, vous déclarez, ça n'emporte aucune imposition. Et on a une déclaration de revenus, que vous soyez au-delà des 100 000 ou en dessous, si vous gagnez du revenu hors du Canada, vous devez le déclarer. Okay. Donc, le fait de retirer 100 000 par an je ne sais où, si ça vient d'un compte bancaire, ça ne changera rien. Même si c'est sur un compte courant, par exemple, qui ne rapporte rien, bon, ben, ça va rien changer, ça ne va rien vous apporter. Si c'est 100 000 qui proviendraient de revenus de source française, par exemple, normalement, vous les aurez déclarés au Canada. Donc, fiscalement, ça n'a pas d'intérêt. Après, stratégie patrimoniale, là, c'est autre chose. Mais d'un point de vue fiscal, ça ne changera rien. D'accord, merci. C'est noté. Donc, mais juste avant, j'ai une question. Je vais quand même aborder une dernière question, car c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Donc, c'est une question pour Natacha. Donc, c'est une personne en l'occurrence qui a créé une entreprise qui va ouvrir donc en 2021. Cette personne va embaucher donc localement entre 1 à 3 Français de moins de 40 ans. Et cette personne donc a entendu parler d'un portail sur lequel elle pouvait inscrire son entreprise pour permettre leur immigration. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il faudrait que la personne m'en dise un peu plus parce que je ne sais pas. Alors, moi, j'avais cru comprendre que c'était peut-être le portail dont vous parliez tout au début, ImmiJob, celui que vous... Peut-être, mais portail, plateforme, peut-être la personne peut m'écrire en privé parce que là, je ne comprends pas vraiment en fait. D'accord. Bon, bah, en tout cas, alors, si vous avez besoin donc, de cette information sur ImmiJob, Natacha nous l'a donnée juste avant, qui est donc une solution très convenable, comme peut le témoigner donc Jean-Philippe ici présent. C'était notre témoin. En plus d'être expert, il a été témoin pour les enfants, les embauches d'étrangers. Tout le process d'immigration, ouais. Jusqu'à la citoyenneté. Bon voilà, bah, comme vous le voyez hein, chez Maudit Français, on travaille tous en équipe au sein de la même famille. C'est ça. Du coup, bah, voilà, je voulais vous remercier. Donc Jean-Philippe d'abord et Natacha aussi. Merci pour toutes ces précisions, toutes ces cette présentation qualitative que nous avez proposée aujourd'hui. C'est vrai que ça a apporté beaucoup de réponses. Tous ceux qui ont des questions, encore des questions, vous pouvez les poser directement donc à Natacha ou à Jean-Philippe. Directement, donc vous pouvez m'envoyer un message et puis je leur transmettrai. Voilà, sinon vous pouvez prendre directement contact avec eux via leur site internet. Voilà, donc je voulais tous vous souhaiter une agréable journée. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Merci encore à tous d'être venus. Au revoir. Au revoir.